nappe centenaire a causé la mort de 2 personnes dans la ville de Grand Bassam. Au 21e jour de l'invasion de l'Ukraine, le Conseil de l'Europe exclut officiellement la Russie. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Les populations sont invitées à fréquenter massivement les marchés traditionnels. C'est un appel du syndicat des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire. Il est parti d'un constat, les populations ne se rendent plus au marché pour leurs achats en raison de la cherté de la vie. Nous Sangaré nous en parle. Yopougon Sipores, marché Zamblé. Laura manie hier pour sa provision du mois. Mais difficile de faire ses achats convenablement. Je suis là depuis 8 heures. Je tourne sur le marché parce que tout est cher. Tout a augmenté. On ne peut même pas faire le marché, les provisions du mois. J'ai eu les bananes à 5 000. Habituellement, les 4 régimes là, je peux peut-être 3 000, les 4 régimes. Mais maintenant, c'est augmenté à 5 000. Depuis quelques semaines, les populations se plaignent de la hausse des prix des produits vivriers. Une situation qui les amène à fréquenter de moins en moins les marchés traditionnels. D'où l'inquiétude des acteurs du vivrier. Ils ont fini de faire peur à la population et tout le monde se dirige vers les grandes surfaces, au détriment de nos marchés traditionnels. Et là, ce n'est pas normal. C'est un manque à gagner pour nous. C'est un manque à gagner pour nous. Puisque le peuple que nous avons périsse ici. On fait comment? Selon le syndicat national des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, les produits vivriers sont des produits saisonniers. Leur prix varie en fonction de leur disponibilité, donc de la saison. Dans 2 ou 3 mois, jusqu'au mois de juillet, vous verrez que les produits, il y aura de l'abondance. Et du coup, les prix reviendront à la normale. Même vont baisser encore plus. Chaque année, à ces mêmes périodes, vous verrez qu'il y aura les mêmes situations. Les populations sont donc invitées à renouer avec le marché pour le bonheur de tous. Comme annoncé dans les titres, un drame s'est produit dans la ville de Grand Bassam. Un bébé de 2 ans, 6 mois et une dame d'une 50aine d'années ont perdu la vie hier. Ils ont été tués par l'une des branches d'un arbre centenaire. Un fromager classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme nous le fait savoir Bintou Pekeli. Bintou, Mandjara, Khadija et Fatoumata ont perdu leur mère dans cet accident. Elle balayait la rue quand une branche est tombée, fracassant son crâne. Quand je partais à l'école, j'ai vu maman. Elle dit viens fermer la porte. Ils m'ont vu au travail. Je suis quitté de l'école. Quand je suis venue, ils m'ont informé que ma mère était décédée. Il a appelé mon oncle. Mon oncle m'a dit que c'est pas accident de voiture, que c'est tranche de arbre qui est tombée sur elle. C'est là on a pris le véhicule, on est venu maintenant. On est venu voir qu'elle est décédée. On a pleuré. Vraiment, ça nous fait mal. Vraiment, c'est très difficile. C'est une situation difficile. On ne sait pas, bon, comme tout est, nous sommes musulmans, c'est Dieu qui a donné et c'est le même Dieu qui l'a repris. Nous sommes tous obligés d'accepter. L'arbre était le lieu de rendez-vous de la victime et de ses collègues. Chaque matin depuis plus de 10 ans, elle se réunissait dessous, parlant de tout et de rien, de la vie, de la mort. Et hier matin, justement, la mort a pris 2 vies. Un enfant a également été tué, le fils unique de Laurentine et de Sylvain, son mari. J'arrive maintenant à la mairie, je vois l'arbre tomber, le sang partout, et puis la dame, deuxième dame qui était là, c'est maintenant ils sont allés la mettre dans la voiture devant moi. Là, ils ont pris mon enfant pour aller le mettre quelque part là. Puis ils ont mis un pain sur lui. Je suis parti. Je soulève le pain, c'est mon fils. Puis c'est pas bon. L'arbre en tombant a fait d'énormes dégâts. Le toit de la mairie a été éventré. Les agents de la mairie sont à pied d'œuvre pour débarrasser la rue des branchages. La collectivité, c'est une continuité. Nous avons hérité de ça. Et en fonction des dispositions qu'il y a, nous faisons le constat et nous corrigeons progressivement. Il y a eu des dégâts matériels. Mais les dégâts matériels, ça peut être réparé. Mais une vie humaine, ça ne peut pas être réparé. Donc c'est surtout cet aspect-là qu'il faut éviter. Cet arbre a 128 ans. Un fromager exceptionnel planté autrefois sur le site de l'ancien cimetière du quartier France de Grand Bassam. D'autres arbres centenaires embellissent les rues et les monuments historiques de la ville. Ils sont appréciés par la population, presque vénérés. Certains leur attribuent un pouvoir magique.
Dans le langage des botanistes, de façon périodique, ils font ce qu'on appelle élarguer les arbres, c'est-à-dire les conditionner de façon à ce que ce qui pourrait tomber dans 1 an soit déjà descendu par les hommes eux-mêmes. C'est un phénomène naturel. Mais pour conjurer le mauvais sort, pour ne pas que le phénomène naturel emporte des vies humaines, il faut de la préparation culturelle. Qui dit culture, en lacan lagunaire veut dire mystique. Sauver des vies ou conserver le patrimoine historique, une chose est sûre, il faut prendre soin de tous ces centenaires, un défi majeur et coûteux pour la Maison du patrimoine et la collectivité territoriale. Nos condoléances aux familles endeuillées. Nous restons dans la cité balnéaire. 20 mosquées de la ville de Grand Bassam ont été dotées de matériel de prise de vue, un geste pour leur permettre d'être plus présentes sur les réseaux sociaux. Également, 36 personnes ont été outillées aux techniques de cadrage et de gestion de canaux digitaux. Joël Gossi. 36 personnes ont été formées aux techniques de cadrage et gestion de canaux digitaux et c'est la mosquée Samassa de Moukéville dans la commune de Grand Bassam qui a accueilli la formation. L'idée est venue du fait qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que tous les jeunes sont plus fixés sur leur téléphone portable ou bien ne sont pas trop motivés à aller dans les mosquées pour écouter les prêches et les sermons. Donc c'est en fait amener la mosquée à aller vers les jeunes au lieu d'amener les jeunes à aller forcément vers les mosquées. Objectif de la formation, connecter les mosquées au monde des réseaux sociaux. Faire un large écho de la parole d'Allah prêchée dans les mosquées par les imams. C'était des gens qui avaient carrément un niveau 0 en termes de l'audiovisuel. Ils n'avaient jamais utilisé une caméra où ils cadraient. Comme tout le monde, on renverse le téléphone, on cadre, mais comment tenir le téléphone, tenir compte de la lumière, du son. Toutes ces informations, ils ne les avaient pas. Donc on leur a donné un cours de cadrage pour débutants. Après 5 jours de théorie, place à la pratique. Munis chacun de kits de prise de vue, les apprenants ont réalisé des directs sur le site de leurs mosquées respectives. Aujourd'hui, au niveau du cadrage, je sais comment cadrer et j'ai appris aussi pour faire un film ou même pour filmer un sermon, il y a la lumière qui compte. Si le son n'y est pas, tout est gâché. Une initiative saluée par les imams. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Faisons très attention, dites des choses utiles qui vont vraiment dans le sens de la paix. Et le dialogue interreligieux, car nous ne sommes pas les seuls sur le terrain. À la fin de la cérémonie, les apprenants ont reçu des diplômes de participation. À ces diplômes s'ajoutent des kits de prise de vue d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Les inégalités liées au genre dans le monde professionnel, ce sujet était au cœur d'une conférence initiée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Thème choisi, l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Mohamed Nourouatara, Anissette Konon-Blessing. L'égalité de chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. C'est la thématique abordée lors de cette conférence qui a réuni les agents du ministère du Commerce et de l'Industrie, au nombre desquels plusieurs femmes, afin de débattre sur les inégalités liées au genre dans le monde professionnel. Il s'agissait pour nous de sensibiliser les décideurs et les administrés du ministère du Commerce et de l'Industrie sur le changement de paradigme pour qu'ensemble, nous puissions aller vers l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Une initiative de la Direction des ressources humaines du ministère du Commerce et de l'Industrie qui avait à cœur d'outiller ses administrés sur les questions d'opportunité en tenant compte de leurs intérêts communs. Les questions de genre sont un levier essentiel des objectifs du millénaire pour le développement. Et donc, nous avons jugé utile d'échanger avec une experte afin qu'elle sensibilise nos agents aux questions de genre. Les participants se réjouissent de l'initiative qui a été pour eux remplie d'enseignements. C'est une très belle initiative. La journée de la femme est un événement majeur dans la promotion et la valorisation des actions des femmes. Donc ce type d'activité qui est menée permet aux femmes de pouvoir déjà voir tout leur parcours à travers la conférence qui a été organisée. Les exercer à la formation. La conférencière est revenue suffisamment là-dessus. Il faut que les femmes se forment. Il faut qu'elles acceptent de gravir certains échelons
pour être parmi les potentiels candidats à des nominations à des postes. C'est ce qui est important. Cette cérémonie a été meublée par des allocutions et un cocktail a mis fin à la cérémonie. Un atelier de validation du diagnostic de gouvernance des frontières a lieu du 16 au 18 mars à Jacquesville. Partenaires financiers et techniques, experts et acteurs des espaces frontaliers passent en revue les différents problèmes recensés aux frontières pour l'élaboration de la politique nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Clément Beaucoup. Suite aux ateliers régionaux d'octobre dernier, un diagnostic des problématiques aux frontières est établi. Réunis à Jacquesville, experts et acteurs des espaces frontaliers passent au peigne fin cette évaluation lors du présent atelier. Au niveau des frontières, nous avons des problèmes économiques, des problèmes de développement, des problèmes sécuritaires, des problèmes sanitaires. Et tous ces problèmes-là, il faut pouvoir y réfléchir sur ces problèmes-là, faire en sorte que nos populations qui sont aux frontières se sentent sécurisées, ne se sentent pas abandonnées. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est en train d'élaborer cette politique qui va vraiment nous permettre d'avoir des zones frontalières très bien équipées dans tous les domaines. Au bout de ce processus engagé, la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, dont la validation se fait en 2 étapes. Il y a d'abord la prévalidation avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des partenaires au développement pour permettre cette co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. Et après cela, nous allons à la validation finale du document. Et après cette validation finale, bien entendu, la remise du document comme promis au Premier ministre, qui est le président du comité technique national. Le PNUD, en appuyant ce processus, voudrait s'assurer qu'une approche holistique et intégrée imprègne les différents travaux d'assistance que nous apportons à la Commission nationale des frontières. Le processus a commencé il y a pratiquement 1 année et nous voyons déjà qu'on est bien avancé parce qu'on est au niveau déjà de la validation des ateliers régionaux. Les règles du processus est toujours là et nous pensons que d'ici fin juillet 2022, on va boucler vraiment ce processus. La politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, une fois validée, passe à l'Assemblée nationale pour adoption comme loi. Rendons-nous à Bangourou, où les fils et filles de l'indigné Djoablin se sont retrouvés autour de Sa Majesté Nanan Bouakwasi III, 17e roi du royaume, pour la 277e fête de l'Igname. Cette fête culturelle a enregistré la présence du président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Eugène Akaawele, et de plusieurs ministres du gouvernement. Anicette Konan-Blessing. Sonorité du terroir pour ouvrir la célébration de la 277e fête de l'Igname dans la ville d'Abengourou, chef-lieu de la région de l'indigné Djoablin. Une cérémonie marquant la nouvelle année en pays ndénian. Célébration marquée par la présence de Sa Majesté Nanan Bouakwasi III, roi de l'indigné Djoablin. Une cérémonie qui a réuni les filles et fils de la localité et certaines autorités politiques qui n'ont voulu se faire compter cet événement. Nous avertions à ce que notre culture se pérennise et à travers cette transmission aux nouvelles générations. C'est une fierté pour Sa Majesté, mais pour nous aussi, nous sommes heureux de savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de monde, surtout la jeunesse, s'intéresse à la culture, s'intéresse au royaume. La culture de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble était aussi au centre de cette célébration. Nous sommes obligés de vivre ensemble, apprendre la culture de l'autre et l'amener à comprendre qu'avec tout ça, nous pouvons vivre ensemble et nous devons vivre ensemble. En marge de cette célébration, une collecte de sang a été organisée pour sauver des vies dans la ville d'Abengourou, une initiative du groupe Agnia. C'est normal que je puisse donner mon sang et pour le partager, l'utiliser avec les personnes qui pourraient en avoir besoin en cas de problème médical. Nous avons initié cela en vue de permettre à nos frères et sœurs de changer de comportement, en vue d'aller donner régulièrement le sang pour éviter que nous ayons des ruptures en produits sanguins à Bangourou. Cette 277e célébration de la fête de l'Igname dans la ville d'Abengourou se veut un canal de partage et de solidarité pour tous les peuples vivant dans la région de l'indigné Djoablin.
À l'étranger, au 21e jour de l'invasion de l'Ukraine ce mercredi, la 4e session de pourparlers se poursuit alors que les bombardements continuent dans le pays. Les États-Unis devaient annoncer un nouveau volet d'aide. Le président Volodymyr Zelensky a appelé une nouvelle fois le Congrès américain à fermer le ciel ukrainien. La Cour internationale de justice, le plus haut tribunal de l'ONU, devait rendre ce mercredi son verdict dans une procédure lancée par Kiev pour ordonner à Moscou d'arrêter immédiatement son invasion de l'Ukraine. Le Conseil de l'Europe, garant de l'état de droit sur le continent, exclut officiellement la Russie en raison de sa guerre lancée contre l'Ukraine, une décision historique prise au lendemain de l'annonce par Moscou que le pays claquait la porte de cette organisation. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.